Yeke bando, yeke mundo. Yeke mundo. Yeke bando, yeke mundo. Yeke mundo. Yeke mai, yeke mundo. Yeke mundo. Yeke débouze, yeke mundo. Yeke mundo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaston King Maktoum, militant de la section Paris-Centre. La section Paris-Centre a comme secrétaire exécutive Sylvie Gounissa, la sœur. J'ai voulu préciser ça parce que le défi que nous devons avoir au niveau du parti, c'est l'implication des femmes et surtout au niveau des directions des organes de base. Et ça, c'est important. J'ai vu la sœur Tinor, Sylvie Gounissa, tant que nous pouvons attirer vers nous, à travers notre management, beaucoup de femmes dans le parti, on aura gagné une grosse partie du parti. Sur ce, je suis chargé par le comité ad hoc de vous entretenir sur le thème « Qu'est-ce que le MCU ?» C'est un thème d'une banalité élémentaire. Parce que vous posez la question à tout le monde, qu'est-ce que le MCU? Ils vont dire, ah ben ça c'est fastoche, ça c'est... MCU c'est un parti quoi en fait. Mais derrière cette banalité, il y a une réalité qui est beaucoup plus complexe. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons tenter de faire ensemble. Je suis au regret de vous annoncer que tout ce que j'ai prévu, je suis obligé de faire des coupes. Parce que j'aurais dû commencer à 10 h. Et là, donc vous allez m'excuser s'il y a certains points qu'on ne pourra pas aborder. Ça fera partie peut-être des dispositifs de formation que je souhaite qu'on puisse avoir régulièrement au niveau de la fédération. Aujourd'hui, le travail que nous allons faire, on va psychanalyser le MCU. On va essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Parce que pour moi, la formation, c'est l'élément de base des partis politiques. Tous les grands partis politiques, quand on dit qu'un parti est grand, c'est qu'il a des militants convaincus. Et pour qu'un militant soit convaincu, il faut qu'il soit formé. Il faut qu'il sache exactement quels sont les idéaux du parti, du mouvement dans lequel il est venu, il a décidé de venir militer. Et le rôle des partis, c'est de faire en sorte que tous ceux qui viennent à lui se disent, oui, je n'ai pas fait un mauvais choix parce que j'apprends des choses. Je sais au moins pourquoi je suis là. Et c'est ça qui est important. Inutile de vous dire que autour de nous, vous avez vu, hein, en République centrafricaine, il y a beaucoup de grands partis qui ont disparu. Des partis de gouvernement, le RDC, le MLPC, le KNK, le MDD. Mais si vous fouillez un peu, vous pouvez remarquer que la question de fond, c'est qu'ils n'ont pas eu assez de prévention en matière de formation de leurs militants. Donc ils n'ont pas fait de ces militants des militants convaincus qui connaissent exactement quelle est l'idéologie du parti. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. C'est pour ça que je souhaite que le MCU accorde beaucoup de place à la formation. Il faut qu'on forme nos militants. Surtout qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de dispositifs à mettre ensemble, à mettre en place, notamment par exemple les écoles du parti, les ateliers de formation. Pas forcément uniquement pour les militants, mais pour nos cadres, pour nos élus. Sur les questions de la prise de parole, sur la question de la communication, sur la question du confectionnement au niveau de l'Assemblée, par exemple, d'un projet de loi. C'est le rôle du parti de former ses élus. Donc la formation est une place très importante. Moi, je vais vous raconter quelque chose. Parce que, à un moment donné, j'ai exercé comme agent d'assurance. Et quand j'allais dans les familles pour vendre les produits, et souvent dans les familles africaines,
Ce qui se passait, c'est que quand je veux leur vendre les produits qui concernent l'assurance vie, j'étais surpris de constater qu'il y en a qui réagissaient, qui disaient, mais non, surtout les femmes, non, c'est pas possible. Le gâteau, ça n'a été quoi, il y a un peu le sol là, le gâteau qui était quoi là, un gâteau. Et vous vous rendez compte que je ne vous apprends rien. Vous savez que parmi nous, on a perdu beaucoup de gens. Et il y a des gens qui n'ont pas intégré la mort dans leur vie. Donc, ils n'ont pas fait ce qu'on appelle la prévoyance. Et le moment venu, ben, ils mettent tout le monde devant les faits. Et on a tous géré ces situations ici. C'est pour ça que je souhaite que nous, militants MCU, nous puissions intégrer aussi notre mort dans notre quotidien. C'est-à-dire que pour l'instant, nous sommes au pouvoir. Mais il faut intégrer aussi l'hypothèse où nous ne serons plus au pouvoir. Parce qu'on ne sera pas éternellement au pouvoir. Mais quand on perdra le pouvoir, il faudra que le MCU continue. Mais pour que le MCU continue, ça sera uniquement avec les militants convaincus, qui connaissent l'idéologie du MCU. Et c'est à ça qu'on doit travailler. À ce jour, le MCU a été créé le 8 novembre 2018, à un moment où nous étions déjà au pouvoir. Le président Touadéra était au pouvoir. Ce n'est pas la même perception des choses par le militant lorsqu'il adhère à un parti qui est déjà au pouvoir et lorsqu'il adhère à un parti qui est encore dans l'opposition. Ce n'est pas la même perception des choses. Pour l'instant, tout va bien, mais vous verrez que si le MCU perd le pouvoir, il y en a beaucoup qui vont partir s'ils ne sont pas formés. Nous avons envie de continuer le MCU si nous perdons le pouvoir. Il faudrait qu'on soit convaincus. Et c'est le travail que nous allons faire ensemble. J'étais en train de dire que je vais être obligé de sucrer pas mal de choses parce qu'on a pris beaucoup de retard. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le MCU est un parti politique. Mais c'est quoi un parti politique? Moi, je ne vais pas rester sur les définitions standards dans le genre, du genre, ouais, c'est une association de personnes qui partagent toute la même opinion et qui se retrouvent dans ces mouvements pour conquérir un but, conquérir le pouvoir. Ça, tout le monde le sait, c'est standard. Mais ça ne nous avance pas aujourd'hui. Pour moi, un parti, c'est quoi? Un parti, c'est une triptyque. Un parti, c'est trois choses. C'est le projet de société, c'est l'organisation et c'est le programme. Le parti, je le définis en trois mots. C'est quoi le projet de société? Mais c'est l'idéologie du parti. C'est les idéaux du parti. L'organisation, c'est la manière dont le parti réfléchit à son maillage, à sa répartition sur le territoire de manière géographique, de manière à toucher le plus grand nombre, de manière à être implanté sur tout le territoire. Mais ça concerne aussi sa manière de fonctionner, donc l'ensemble des textes, machin, tout ça. Donc tout ce qui est section, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'organisation. Mais le programme, c'est quoi? Le programme, c'est un ensemble de propositions que nous allons faire aux électeurs pour les convaincre lorsque nous devons aller aux élections. Ce sont ces trois choses-là. Moi, aujourd'hui, je ne parlerai pas de l'organisation, je ne parlerai pas du programme, je parlerai du projet de société. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui incite les gens à venir vers nous. Et c'est ça qui va faire en sorte que nous, militants, si nous sommes bien formés, on devient des grands commerciaux pour le parti. Et quand on parle, on convainc. On convainc parce qu'on sait exactement qui nous sommes. Nous savons ce que nous vendons. Et c'est ça qui est important. Le MCU se définit à travers trois valeurs. Le MCU, c'est des valeurs, c'est des principes et c'est des symboles.
c'est sur ces 3 aspects. Quand vous étudiez, par exemple, un État, vous procédez de la même manière. Parce qu'un État, c'est des valeurs, c'est des symboles et c'est des principes. La République centrafricaine, ses valeurs, c'est quoi? C'est sa devise. Unité, dignité, travail. Ces principes, c'est quoi? Les principes sont toujours édictés dans la Constitution. À l'article 25 de la Constitution, nous avons 8 principes. La démocratie, la laïcité, la justice sociale, la paix sociale, tout ce qui concerne le développement économique et social, il y en a 8. Les symboles de la République centrafricaine, mais vous le savez, c'est la langue sango, c'est le drapeau, c'est notre renaissance et c'est nos armoiries. C'est comme ça qu'on définit l'identité de la personne. Nous, MCU, notre devise, c'est quoi? C'est l'article 3 des statuts. Unité, fraternité, développement. On va expliquer tout à l'heure. Nos principes, c'est l'article 2 des statuts. Centrisme démocratique et laïcité. Notre emblème, c'est ce que vous voyez sur la carte, je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais les valeurs du MCU, on passe aux valeurs. L'unité. Inutile de vous dire, on n'a pas le temps de vous expliquer l'origine étymologique grecque du mot unité, mais unité, c'est le caractère de ce qui est unique. Si nous transposons ça au niveau du parti, ça désigne notre capacité à former un corps unique, à être soudé, à former un bloc. Pourquoi former un bloc? Parce que si nous formons un bloc, nous sommes à jamais plus forts. Mais former un bloc pour qui? Pourquoi? Et derrière qui? Ben, le bloc, nous formons d'abord derrière notre leader. C'est pour soutenir le leader. Parce que le leader, il a besoin de sentir derrière lui qu'il est soutenu. Un leader, où il n'y a pas de force derrière lui, ce leader, il est fragile. Notre but dans le MCU, c'est d'apporter toujours la démonstration que tout ce que notre leader décide, toutes les décisions qu'il prend, tout ce qu'il veut réaliser, nous devons être à jamais derrière lui, apporter la démonstration au quotidien que nous sommes avec lui. C'est le cas par exemple de la Constitution à l'heure actuelle. À ce niveau-là, il ne faut pas donner des signes de fébrilité. Non, ça fait désordre et ça faiblit le parti. Ça, c'est le but de l'unité. On doit être tout le temps unis. Et le fait que nous soyons unis entre nous, ben, ça développe ce qu'on appelle la fraternité. C'est la transition toute faite sur la deuxième valeur qui est la fraternité. La fraternité, c'est quoi? Ça veut dire quoi être frère? Ça, vous le savez tous. Hein? C'est des gens qui sont nés des mêmes parents, ainsi de suite. Mais quand on a les mêmes parents, on a des complicités, on s'aime, on partage beaucoup de choses ensemble et on réalise beaucoup de choses ensemble. Être frère dans le MCU, ben c'est ça. C'est considérer que nous sommes une famille. Le MCU est une grande famille. Et quand on est dans la famille, on s'entraide. On est solidaire. On réfléchit ensemble. On partage. C'est le sens du partage. On partage les idées. On partage les émotions. On partage les projets. C'est ça le sens de la fraternité. Ça ne vous échappe pas qu'on s'appelle entre nous frères et sœurs. Il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que le président de la République, dans sa profession de foi, avait déjà évoqué la question de l'unité et de la fraternité, alors qu'il n'était pas encore au pouvoir. C'est pour dire que c'est ancré dans sa manière de voir les choses. Et nous devons tous aller dans ce sens.
L'autre question, c'est le développement. Je passe vite parce qu'il y a plus beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps. Le développement. Le développement, entendons développement économique et social. Parce qu'on peut parler de développement personnel, on peut parler de pas mal de choses. Mais c'est quoi le développement? Le développement, en fait, c'est un processus. C'est un processus qui doit nous emmener vers des résultats. Et c'est notre combat. Nous, MCU, pourquoi on a décidé d'être un parti politique? C'est de relever le défi de trouver des solutions à tous les problèmes que rencontrent les Centrafricains au quotidien. C'est de faire en sorte que les enjeux, qui sont des enjeux quotidiens de la pauvreté, qu'on puisse y trouver des solutions. C'est de faire en sorte que les enjeux de la précarité en matière de logement puissent trouver leurs solutions. C'est de faire en sorte que les enjeux, qui sont des enjeux de l'éducation, puissent trouver une solution. Et je passe, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'inégalités qui ne datent pas de notre régime. Hein. Parce que tous ceux-là qui sont suicidés avant, ils n'ont pas fait mieux. Hein. Nous encore, on est arrivé dans un contexte de guerre civile. Nous sommes arrivés dans un contexte où les fondamentaux du développement n'existaient pas. C'est-à-dire la paix. À ce niveau-là, on peut se dire qu'on a quand même une sorte de décharge. Mais il ne faut pas se dédouaner. Si nous avons pris le pouvoir, c'est pour aller au-delà. C'est pour aller au-delà. Et notre défi, notre combat principal, c'est d'aller au-delà, avec notre cœur. Nous avons des cœurs, nous sommes des cœurs unis. Donc nous pouvons relever tous les défis. Sachant que, quand je vous parlais de valeurs, les valeurs, c'est un idéal. Les valeurs, c'est comme un horizon qui est perceptible. Quand vous sortez, vous voyez un horizon. Vous voulez marcher vers cet horizon, vous ne le toucherez jamais. Parce qu'à chaque fois, vous aurez toujours un horizon. Vous pouvez faire le tour de la Terre, vous ne toucherez jamais l'horizon. C'est ça les valeurs. C'est-à-dire que les valeurs, c'est jamais atteint. Mais notre effort, notre objectif, c'est toujours de s'acheminer vers ces valeurs-là. Les valeurs de l'unité, les valeurs de fraternité et les valeurs de développement, notre but, c'est toujours de nous acheminer vers ces valeurs. Et à chaque fois que nous devons construire un projet, il faut savoir que notre boussole, ce sont ces valeurs. On doit toujours se poser la question de savoir, est-ce que le projet que nous sommes en train de faire, est-ce que ça va nous conduire à l'unité? Est-ce que ça peut nous conduire aux valeurs de la fraternité? Est-ce que ça peut nous permettre d'atteindre les valeurs du développement du pays? Et c'est ça, ces valeurs. C'est ça qui est important. Le développement, comme je vous l'ai dit, c'est un processus. On a parlé des différents segments de ce développement, mais vous devez savoir que, pour information, l'indice par lequel on calcule le développement d'un pays, c'est l'indice l'IDH. À l'heure actuelle, sur 189 pays, nous sommes 188e en indice. Le pays rencontre un problème de développement, pas seulement maintenant. C'est pour dire le défi que nous avons à relever. Et ça, c'est notre défi. Mais il n'y a pas de développement sans croissance. Parce que la croissance, c'est la création des richesses. La croissance, c'est le moteur du développement. Mais sachez que la croissance n'entraîne pas obligatoirement le développement. Pourquoi? Prenez le cas de certains pays producteurs de pétrole. L'Arabie Saoudite ou bien l'Iran, tout ce que vous voulez, pays de l'OPEP. Quand vous regardez leur position au niveau de l'indice de développement,
L'Iran est 17e, l'Arabie Saoudite est 19e. En matière de croissance, le classement des pays selon leur croissance. L'Iran 17e, l'Arabie Saoudite 19e, sont dans les top 20. Mais quand vous regardez l'indice de développement humain qui prend en compte l'ensemble des éléments de développement du pays, que ce soit l'éducation, tous ces trucs-là, l'Iran régresse à la 65e place. L'Arabie Saoudite, pareil, dans les 50e places. Pourquoi? Parce que c'est beau d'avoir la croissance. Mais l'enjeu, c'est l'enjeu de la répartition et de la redistribution. Est-ce que la croissance qu'on a eue, est-ce qu'on a investi dans les infrastructures hospitalières, scolaires? Est-ce qu'on a investi là-dedans? Si on n'a pas investi, on n'aura jamais de développement. C'est impossible. Et ça, c'est un enjeu. Ça, c'est un enjeu. Ça doit nous préoccuper, nous, MCU. J'enchaîne rapidement sur les principes. Les principes, c'est l'article 2 de nos statuts. Centrisme démocrate, laïque. Centrisme démocrate dans les statuts, c'est trait d'union, c'est deux mots composés. Mais moi, je les décompose. Pourquoi ils ont mis en deux mots, un seul mot composé? C'est parce que on peut être centriste sans être démocrate. Tout comme on peut être un démocrate sans être centriste. Donc le centrisme doit être apprécié à son seul niveau, la démocratie aussi à son seul niveau, et la question de la laïcité aussi à son niveau. Mais c'est quoi le centrisme? Le centrisme, c'est scientifiquement une position centrale, par exemple au niveau d'un cercle, qui a équidistance entre tous les points qui sont sur la circonférence. Mais quand on ramène ça à la politique, moi je définis le centrisme comme la zone où les modérés des partis de gauche et de droite se retrouvent. C'est-à-dire que le centrisme, c'est la gauche de la droite et la droite de la gauche. Ils se retrouvent là. Défini comme ça, la question c'est de savoir est-ce que cette définition s'applique en République centrafricaine? Le fait que nous ayons mis ça dans nos statuts. Comment apprécier l'idéologie centriste, parce que c'est une idéologie centriste en Centrafrique? Est-ce que ça peut s'appliquer? Visiblement non. Puisque en Centrafrique, le paysage politique n'est pas composé de gauche et de droite. Le paysage politique n'est pas bipolarisé. La bipolarisation, c'est le fait qu'il y ait un courant de gauche et un courant de droite qui marque l'alternance régulièrement. Nous, on n'a pas ça. Regardez nos partis politiques là, en Centrafrique. On peut imaginer que le MLPC, qui tout le temps, on le voit dans l'international socialiste, est d'obédience socialiste. On peut imaginer que l'URCA est un parti libéral. Mais est-ce que vous les avez déjà vus sur le terrain parler de socialisme et parler de libéralisme? Non. Est-ce que dans leur quotidien, vous sentez que cette idéologie-là marque leur communication sur le terrain? Non, ça n'existe pas. Mais puisque ça n'existe pas, puisque le centrisme, on peut que se situer par rapport aux autres. Comment définir le centrisme en Centrafrique? Mais moi j'ai envie de vous dire que notre centrisme, nous devons revendiquer son originalité. Est-ce que le militant MCU peut se revendiquer centriste? Moi je dis oui. Moi je dis oui, le militant MCU a le droit de se dire centriste. Le centrisme a toute sa place en Centrafrique. Le militant MCU, il se dit centriste parce qu'il refuse les extrêmes. On n'est pas extrémiste. Le militant MCU rejette toutes les postures extrémistes. Le militant MCU est modéré.
sommes des gens modérés, nous ne sommes pas des vats en guerre. Le militant MCU n'est guidé que par des circonstances de pondération, de dialogue, de négociation. Ça ne vous échappe pas que, en pleine crise, le président de la République a choisi la voie du dialogue en s'engageant sur l'APPR à Khartoum. Alors que l'opposition disait, ben non, il ne faut pas dialoguer avec ces gens-là, machin, tout ça. Mais lui, il a choisi. C'est la tempérance. Nous sommes des gens tempérés. Nous sommes des gens du dialogue. Et c'est ça qui fait notre originalité. Et nous devons revendiquer ça. Le militant MCU fait la promotion de l'unité, parce que c'est notre devise. Nous faisons la promotion de l'unité, nous faisons la promotion de l'humanisme. Parce que nous mettons en avant les valeurs comme la solidarité. La solidarité est consubstantielle à la fraternité. Donc, nous sommes des humanistes. Nous ne sommes pas des libéraux parce que la différence du libéralisme et le socialisme, le libéralisme, par exemple, mettra en avant les questions qui touchent l'égalité. Mais in fine, c'est l'individualisme que les libéralistes prônent. De l'autre côté, le socialisme va prôner les valeurs de l'égalité. Le libéralisme, c'est le valeur de liberté, le socialisme, c'est le valeur de l'égalité, c'est-à-dire du grand nombre. Nous sommes au milieu. C'est-à-dire nous regardons, adapté à notre société, ce qui est bon par-ci, par-là, c'est pour ça que nous sommes centristes. Nous sommes enfin centristes parce que nous voulons gouverner non pas en fonction des extrêmes, mais toujours en faveur de la plus grande partie de la population. Donc nous, MCU, on peut valablement dire que nous sommes des centristes. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres militants. C'est ça qui fait la différence entre nous et les autres partis politiques. C'est notre originalité. Sur le deuxième point des principes, il y a la démocratie. Ben, je ne vous retiendrai pas trop sur la démocratie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La démocratie, moi je retiens seulement 4 points. C'est la garantie des valeurs fondamentales aux citoyens. Nous, c'est ce qu'on fait de mieux. Parce que depuis notre régime, jamais le président, Fossé-Antoine Touadéra, notre frère, n'a mis des opposants en prison. Il n'y a pas de prisonniers politiques chez nous. Ça veut dire que nous apportons à la population la garantie des libertés fondamentales. La liberté de parole, la liberté d'aller et venir, ça, nous l'appliquons. S'il y a quelque chose qu'on le fait vraiment bien, c'est ça. On ne peut pas nous reprocher ça. On nous insulte, on l'insulte au quotidien, mais il n'a jamais mis quelqu'un en prison. En passant liberté individuelle et puis liberté collective, on aura le temps de revenir là-dessus un jour entre nous sur les détails. Et puis il y a la garantie de la souveraineté. La garantie de la souveraineté, c'est de comprendre que la souveraineté est une notion qui est une notion philosophique. Elle est d'ordre philosophique parce que il y a plusieurs manières de concevoir la souveraineté. Quand vous lisez, vous prenez Rousseau, dans son pacte social, Rousseau va vous parler de la souveraineté populaire. Parce que pour Rousseau, la souveraineté est quelque chose, chaque citoyen a une parcelle de souveraineté qui lui appartient. Et à ce niveau-là, on en arrive à la question de la souveraineté populaire, sauf que c'est impossible. Parce que dans la configuration, quand on est 5 millions, pour prendre une décision, il faudrait que tous les 5 millions se prononcent.
pour qu'une loi puisse exister. Et c'est impossible. Et c'est ça qui fait toute la différence avec la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, ça a été prôné par l'abbé Sieyès en 1789. Parce que pour lui, le pouvoir appartient à la nation. Et la nation, c'est quoi? La nation, c'est quelque chose d'abstrait. Ça n'existe pas. C'est une conception qui est abstraite. Ça a été conçu comme ça. C'est la capacité à beaucoup de gens, dans un territoire donné, dans un époque donné, de se dire, on décide de vivre ensemble. Et pour qu'on puisse vivre ensemble, on va s'organiser. On va mettre en place des textes, comme la Constitution. Ça fait de nous une nation. Ça nous soude. Et c'est pour ça que dans la question de la souveraineté nationale, il y a l'impératif de la souveraineté en matière de représentation. Puisque la représentativité souveraine n'a pas d'existence réelle, il faudrait élire des gens qui doivent représenter cette nation-là. C'est pour ça qu'un député, quand il est élu, il ne représente plus les gens qui l'ont élu dans sa circonscription, il représente la nation tout entière. Ça veut dire que le député qui est élu, il n'a pas un mandat impératif. Ça veut dire que ceux qui l'ont élu ne lui disent pas « Ah, mais on t'envoie là-bas, mais il faut mon sargi même tezu. Ton mot tenir à Pegizimo. » Il n'est pas révocable dans le cadre de la souveraineté nationale. Je vais abréger là-dessus. Je vais vous parler du troisième point de la démocratie qui est la séparation des pouvoirs. C'est un point qui est important. La séparation des pouvoirs, c'est le grand initiateur de cette théorie qui est appliquée depuis. C'est Montesquieu. Dans son ouvrage de l'esprit des lois qui est paru en 1748, c'est-à-dire 40 ans avant la Révolution. Montesquieu a observé le régime absolutiste de Louis XIV. Parce que Louis XIV est mort en 1715, lui il est né en 1789, il avait 26 ans quand Louis XIV est mort. Donc il a connu l'arbitraire de l'absolutisme, de la monarchie absolutiste. Mais Montesquieu s'est inspiré beaucoup plus de John Locke, l'anglais. Pourquoi? Parce que Montesquieu est arrivé à la conclusion que l'être humain est tel que si on lui donne tous les pouvoirs entre ses mains, il a tendance à en abuser. Il ne faut jamais laisser les pouvoirs entre les mains d'une seule personne. Et le but, c'est de découper le pouvoir en plusieurs morceaux et de les séparer. Comme ça, ça ne fait pas de quelqu'un qui a une grosse tête et qui va accaparer tous les pouvoirs, qui va devenir un dictateur, un monarque. C'est partant de là qu'il était en contradiction avec Hobbes, parce que Hobbes, il disait le contraire. Pour Hobbes, l'être humain, c'est un loup pour l'autre. Le but de l'être humain est égoïste par nature pour Hobbes. Parce que pour Hobbes, l'être humain cherche en priorité ses intérêts. Mais comme il cherche ses intérêts, il est capable de tuer l'autre pour récupérer ce qu'il a. Donc, pour lui, pour résoudre ce problème, il faut qu'il y ait quelqu'un de fort, tout seul, qui a tous les pouvoirs pour pouvoir gérer tout ça. Donc, c'est tout à fait le contraire que Montesquieu a mis en place en disant, on va séparer le pouvoir, on va faire en sorte que celui qui fait les lois ne soit pas la même personne qui l'applique. Et que on va faire un troisième pouvoir qui est celui de juger les deux et le reste. Donc le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais Montesquieu n'a pas fait que théoriser sur la séparation des pouvoirs. Montesquieu dit que l'être humain, comme il a toujours tendance à en abuser, il va toujours continuer à profiter jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle.
Et l'obstacle, c'est quoi? C'est de dire que les pouvoirs, ce n'est pas simplement le fait de les séparer, mais il faut en faire des contre-pouvoirs. Qu'un pouvoir puisse contrôler l'autre aussi en même temps. Donc vous voyez bien que le président de la République, dans la Constitution, a le droit de dissoudre l'Assemblée. Pourtant, c'est le pouvoir législatif. Au niveau de l'Assemblée, ils ont le droit de démettre le gouvernement. Le gouvernement, c'est l'exécutif. Le pouvoir judiciaire, nous avons un ministre de Défense qui appartient au pouvoir exécutif, qui a l'œil sur... Donc, c'est comme ça que les choses ont été conçues. Et une démocratie, c'est ça. Mais je vais vous dire une chose. C'est une projection personnelle en ce qui concerne la séparation des pouvoirs. L'exécutif, il est représenté par le président de la République. Le président de la République, il est voté. C'est au suffrage qu'il est élu. Le législatif est représenté soit par les députés ou bien les sénateurs. C'est aussi le suffrage. L'anomalie, c'est que le troisième pouvoir ne passe pas par le suffrage. Et moi, ce que je recommande, c'est qu'on puisse réfléchir sur les avancées de notre démocratie en se disant, au jour d'aujourd'hui, vous voyez que les pouvoirs juridictionnels sont en train d'être attaqués de partout. Parce qu'il y a une désaffection de la population par rapport à la manière dont la justice est rendue. On pense qu'ils sont corrompus. On pense que l'exécutif a la main là-dessus, tout ça, ils sont corrompus. Pour résoudre ce problème dans la démocratie, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que les juges chez nous, certaines catégories au niveau des cours, puissent aussi passer par des élections. Comme ça, ils n'auront plus de compte à rendre à l'exécutif, ça va éteindre tout problème. Ils n'auront de compte à rendre qu'à la population. Et on aura résolu le problème de la justice. Moi, je pense à la Cour de cassation. Je pense, pourquoi pas, la Cour constitutionnelle. Pourquoi pas? C'est des sujets de réflexion que nous pouvons aborder entre nous. Pour voir si c'est possible. Si c'est possible, ça ne pourra faire qu'avancer notre démocratie. Donc c'est un point de réflexion. Je vous le dis comme ça. Ensuite, nous avons dit, une fois qu'on a parlé de principe, ben, je vais aborder rapidement la question des symboles. Ben, il y a la question du multipartisme. Le multipartisme, c'est consubstantiel à l'alternance. Une démocratie, c'est l'alternance. La démocratie se définit par l'alternance. C'est-à-dire la capacité à changer de pouvoir, à changer de main, à changer de projet, à changer de parti politique. Et c'est à cause de ça qu'il y a le multipartisme. Mais le multipartisme a un rôle très important dans une démocratie. Parce que tout cela dépend aussi de la manière dont les partis politiques jouent leur rôle dans cette démocratie-là. Mais nos partis là, que vous voyez en Centrafrique, la question c'est de savoir est-ce que nos partis politiques jouent effectivement un rôle au niveau de notre démocratie. Vous avez des partis, vous voyez, on a pratiquement 200 partis pour 5 millions d'habitants. Est-ce que ça en vaut la peine? Vous avez des partis qui n'ont aucune idéologie. Quand les leaders vont vers la population pour chercher à les convaincre, s'ils n'ont pas d'idéal, s'ils ne mettent pas en avant leur idéologie, leur pensée, ça tue la démocratie. Parce que ça met l'électeur en situation de difficulté de choix. Vous comprendrez que cette manière de faire, c'est ça qui tue notre démocratie. Si les gens partaient pour mettre en avant leur idéologie, il y aurait une autre manière de concevoir la démocratie chez nous. Regardez, quand vous allez, si vous êtes candidat par exemple, aux législatives, Mokebaya, si je suis candidat par exemple, on a Wango, ils n'ont pas voté moi.
Moi, que Zandé, moi, quand Baïki a voté, moi. Pourquoi? Parce que comme il ne propose pas les choses en termes d'idéologie, mais l'électeur, quand il réfléchit, il regarde, tout le monde dit la même chose. Ah ben, je dis, oh, ben, bon, je vais voter celui-là parce qu'il est de mon coin. Je le connais, c'est mon ethnie. On doit aller au-delà. L'idéologie, c'est très important. On doit mettre en avant l'idéologie. Et nos partis, là, des fois, il n'y a que le mari et la femme, hein, et les enfants. Il y en a qui ne tiennent même pas des réunions. Le parti se résume aux leaders. Ils disparaissent entre deux élections. Ils réapparaissent uniquement quand il y a les élections. Ça porte un tort énorme à notre démocratie. J'ai regardé dans certains pays qui ont cherché à résoudre ce problème. Ils ont légiféré sur le fait que, à partir d'un seuil, si un parti n'a pas obtenu par exemple 5% sur le territoire dans le cadre des élections législatives, le parti doit disparaître. Mais osons ça. Si on avait appliqué ça, il resterait combien de partis en Centrafrique à l'heure actuelle? Vous voyez? Ce serait mieux aussi. Ben oui. Bah oui. Autant mieux avoir de grands partis représentatifs qui parlent, qui font des offres représentatives à la population pour le bonheur et la démocratie. On aura l'occasion de dire tout ce que tous partis là font comme tort dans nos prochains rendez-vous. Je vais terminer par les symboles. Mais les symboles, comme je vous l'ai dit, les symboles sont dans la Constitution. Je dis Constitution, notre Constitution, c'est-à-dire nos statuts. Nos statuts, c'est notre Constitution. Mais avant ça, je vais vous parler de la laïcité. Parce que la laïcité, c'est... Vous savez, la laïcité, c'est quelque chose de très important. C'est une question qui est très sensible dans un pays. Surtout pour nous, Centrafricains, qui venons de traverser une période qui touche la guerre, où la question de la religion a été instrumentalisée. C'est dire à quel point la question de la laïcité est importante. C'est dire à quel niveau nous devons prendre au sérieux cette question, pour éviter que le vivre ensemble ne soit pas menacé. Parce que la laïcité, c'est quoi en fait? La laïcité, c'est la neutralité de l'État en fait. La neutralité, la séparation des pouvoirs entre l'État et l'Église, la non-ingérence entre l'État et l'Église, et vice-versa. C'est-à-dire que l'État ne fout pas son nez dans les affaires des églises, mais les églises ne doivent pas venir aussi fourrer leur nez dans les affaires de l'État. C'est ça la laïcité. Nous devons concevoir. Vous regardez en Centrafrique, nous, là, quand on est allé à l'école, j'ai fait mes études à Bangassou. Mais à Bangassou, il y a un quartier Runga. Ils ont des quartiers, les Badandéré. On n'a jamais su que c'était des musulmans. Ça ne nous concernait pas. On ne regardait pas ça. Pour nous, c'est des Centrafricains comme tout le monde. La question de la division entre nous, Centrafricains, cette question, elle est apparue avec l'histoire des Sénégal. Nous devons faire très attention à ça. Et c'est un débat théorique que nous devons tout faire pour l'obtenir entre nous, MCU, parce que ça fait partie des débats que nous devons engager entre nous. Pour dire aussi, chacun, comment il voit ce problème, quelle solution on doit trouver à ça. C'est pour ça que je souhaite, pour le nouveau bureau fédéral qui va arriver, qu'il y ait régulièrement des rencontres de ce genre, des rencontres thématiques, pour nous permettre de discuter ensemble, de partager des convictions, de connaître encore mieux notre parti. Le symbole du MCU est son emblème. C'est l'article 6
des statuts. Son emblème, ben, vous voyez, c'est une carte de la Centrafrique. Hein. Donc, tout est dit. Moi, je n'ai pas inventé. Hein. J'ai pris ce qui a été dit dans les statuts. Son emblème est constitué de 3 cœurs unis, l'un à l'autre, dans la carte géographique de la RCA, sur fond bleu avec un soleil frappant l'angle supérieur droit de la carte qui illumine les cœurs. La carte géographique est l'espace territorial regroupant les Centrafricains. Les 3 cœurs symbolisent l'union, la fraternité, la solidarité, la cohésion et la concorde entre les Centrafricains. Le fond bleu de la carte représente la paix. Le soleil levant, chassant l'obscurité, le symbole du réveil des Centrafricains unis et plus que jamais résolus à conduire leur pays. Vous retrouvez dans cet emblème l'ensemble des valeurs qu'on a évoquées très tôt. C'est le condensé de toutes ces valeurs. Alors, mes chères sœurs, mes chers frères, je vais conclure en vous disant, en sortant de cet entretien, ce petit entretien qu'on a eu ensemble, ce que vous devez retenir. 3 mots. Nous devons rester unis. Unis derrière notre leader. Il a besoin de nos soutiens derrière. Nous devons considérer que nous sommes dans une famille et que la vie de chacun est en rapport avec la vie de l'autre, parce que c'est la notion de famille. Mais je vous dis que le MCU, désormais, quand vous posez des questions pour savoir, vous qui êtes militant, mais le MCU c'est quoi? Le MCU c'est 236. L'article 2, c'est les principes. L'article 3, c'est les valeurs. L'article 6, c'est l'emblème. Quand vous prenez les statuts, 236. Et vous connaîtrez mieux votre parti. Sur ce, je vous remercie.